La TVT au cœur de l'information. L'OIF, plus proche du Togo et des pays de l'Afrique de l'Ouest, la représentante pour l'Afrique de l'Ouest avec résidence au Togo, est allée remettre sa lettre de créance au chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe. Elle va préciser dans cette édition sa mission. La loi de finances gestion 2021 exprime clairement l'ambition du gouvernement en matière de réalisation sociale. Le budget contient des mesures incitatives de nature à séduire les investisseurs pour mobiliser plus de ressources en faveur des collectivités territoriales. Et enfin, depuis hier, le couvre-feu est rendu opérationnel dans le Grand Lomé. Comment cette mesure restrictive pour contenir le Covid-19 est appréciée par la population, vous le saurez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tiwan Maitran va représenter l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en Afrique de l'Ouest, et ce pour 3 ans. Ce matin, elle est allée remettre officiellement sa lettre de créance au chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe. Elle va résider dans notre pays, le Togo, pour accomplir sa mission, celle d'œuvrer pour le renforcement des relations entre son institution et les pays de l'Afrique de l'Ouest dans des domaines diversifiés. Écoutons la diplomate vietnamienne au micro de Gérard Lagoudou. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de remettre la lettre de créance de Madame la secrétaire générale de la francophonie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, me nommant la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons parlé de très belles relations de coopération entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec le Togo et avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est le berceau des représentations extérieures de l'OIF depuis 1982 et nous sommes vraiment très reconnaissants de toutes les facilités que le Togo a accordées à notre représentation. Et je me suis vraiment réjouie des résultats réalisés par notre représentation sur le sol togolais, surtout au profit des jeunes et des femmes, dans les domaines de l'éducation, de la diversité culturelle, des développements locaux durables, du numérique, etc. Et nous avons parlé aussi du potentiel, du grand potentiel qu'on va exploiter encore dans l'avenir, dans les relations diplomatiques, politiques, mais aussi dans les actions de coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Togo. Notre organisation maintenant mène une transformation stratégique et la secrétaire générale souligne déjà sa volonté de renforcer les relations non seulement coopératives, mais aussi relations diplomatiques et politiques avec le Togo. Toujours au palais de la présidence de la République togolaise, l'ambassadeur du Sénégal au Togo, Bineta Sambeba, pour sa part est allé dire au revoir au chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe. La diplomate sénégalaise accréditée dans notre pays en 2015 est en fin de mission. Elle quitte le Togo, vous allez l'entendre, avec de bons souvenirs. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à la presse. Ses propos nous sont recueillis par Gérard Lagoudou. Ma mission ici au Togo est positive, ce dont je suis vraiment fier. Les relations bilatérales d'abord se sont améliorées
Et ensuite, il y a eu une très bonne collaboration et coopération bilatérale dans pas mal de secteurs. Je garde un souvenir très agréable de cette ville. Lomé, la ville coquette, la belle ville où les gens sont très disciplinés. Depuis le 18 décembre dernier, le Togo a son premier budget programme. La loi de finances exercice 2021 à forte teneur sociale s'équilibre en ressources et en charges à 1521,6 milliards de francs CFA. L'agriculture, la santé, l'éducation et l'eau, notamment, y occupent une place de choix. Quels sont les grands chantiers de Lomé? Quels sont les grands chantiers que Lomé compte réaliser en 2021? Augustin Kossi, précision. Le budget du Togo exercice 2021 consacre au secteur social un montant de 445,1 milliards de francs CFA. Dans l'agriculture et l'agro-industrie, les actions sont orientées vers un meilleur accès des paysans au financement. Les chantiers sont vastes et ambitieux. L'intensification de la recherche agricole, la mécanisation, le développement des chaînes de valeur agricoles et l'émergence d'agro-entrepreneurs. Un accent est mis sur l'acquisition de nouveaux tracteurs agricoles et l'appui aux zones d'aménagement agricole planifiées. Une enveloppe de 106,7 milliards est affectée au secteur. 9 milliards de francs CFA sont réservés aux pistes rurales. L'ambition est de faciliter l'accès des producteurs et des populations rurales aux marchés et aux infrastructures de base. Dans cet agenda, la santé occupe une place de choix. 77,9 milliards de francs CFA. Lomé projette de construire un hôpital et un laboratoire moderne dans chaque région. Le plateau technique des hôpitaux et centres de santé régionaux et préfectoraux sera renforcé. Les programmes de gratuité de prise en charge des soins des femmes enceintes accélérés. Le budget alloué à l'éducation est porté à 195,5 milliards de francs CFA. L'État opte pour la suppression progressive des écoles d'initiative locale, la construction des salles de classe accessibles à tous, la formation et le recrutement des éducateurs. Il est attendu dans chaque région la création d'un centre universitaire. L'enseignement supérieur va être orienté vers les besoins du marché de l'emploi. Bien plus encore, les programmes de construction de mini-adduction d'eau potable et d'hydraulique villageoise vont être accentués. Objectif: atteindre un taux de desserte en eau potable de 80% en milieu rural ou urbain. La politique énergétique d'extension de l'électrification va être poursuivie. Le Togo mise également sur le mix énergétique à travers les énergies renouvelables et le renforcement de la coopération internationale et le potentiel national en énergie renouvelable renforcé. Autre secteur prioritaire, la sécurité. Le Togo s'engage à renforcer la lutte contre l'insécurité et le terrorisme transfrontalier. La loi de programmation militaire va lui permettre de doter les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour préserver la paix et la stabilité du pays. 80 milliards de francs CFA pour la modernisation de l'armée en 2021. Au cœur de ces différentes actions gouvernementales, le numérique, e-administration, informatisation du casier judiciaire et identification biométrique. L'État ambitionne de faire du numérique un levier de la modernisation de l'économie et de l'administration publique en 2021. Et cette loi de finances gestion 2021, comme vous venez de le suivre, ressort en bonne et due forme les priorités du gouvernement en matière de développement inclusif. En plus de consacrer une bonne partie de ce budget aux réalisations sociales, cette loi intègre des mesures incitatives fiscales, lesquelles Lucassi. La loi de finances exercice 2021 s'équilibre en ressources et en charges à 1521,6 milliards de francs CFA. Si une part belle est réservée aux secteurs sociaux, il n'en demeure pas moins pour les mesures incitatives fiscales. Elles ont aussi une place de choix. La mesure incitative fiscale au renouvellement du parc automobile est reconduite. Elle consacre des exonérations partielles ou totales selon la catégorie de l'engin, de droits de douane et de TVA sur les véhicules neufs ou électriques. C'est une décision actée en faveur du secteur privé.
Ainsi, la réduction des droits d'enregistrement et d'immatriculation varie de 1,5 à 5%. Aussi, la taxe professionnelle unique TPU du régime déclaratif s'est vue reconduite au bénéfice des jeunes entrepreneurs. La politique de réduction du train de vie de l'État, engagée depuis 2018, se poursuit. Un abattement de 20%, soit 11 milliards de francs CFA, est opéré sur les crédits de fonctionnement de tous les ministères et institutions de la République. Toutes ces mesures fiscales mises en branle ont pour finalité de doter l'État et les collectivités territoriales des ressources nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs de financement des actions de développement et de riposte contre la Covid-19. Favoriser le sort des secteurs économiques stratégiques tout en assurant une mise en conformité du dispositif avec les normes communautaires et internationales. Il est question aussi de promouvoir une meilleure application de la réglementation fiscale en matière de lutte contre la fraude fiscale. C'est ce qui justifie d'ailleurs les perspectives du renforcement de l'arsenal juridique en matière douanière. L'élargissement de l'assiette fiscale et le renforcement des mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'allègement de la charge fiscale, les ajustements techniques, puis l'exonération du matériel médical de lutte contre la pandémie et du matériel agricole. Entre autres domaines de propositions de réformes ciblées. Ce sont des mesures qui tendent à accélérer la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 du gouvernement. Lutte contre la pauvreté, le gouvernement a mis en place le système de transfert monétaire. Le projet fait tache d'huile et est très apprécié au-delà des frontières togolaises. Plus de 600 000 ménages sont pris en compte au sein des communautés vulnérables. À travers l'argent versé aux ménages, certains ont pu développer des activités génératrices de revenus. Vous allez les entendre dans ce sujet de Silver Abdou. Il a sillonné 3 préfectures dans les plateaux. Suivez. Dafole-Niamey, à environ 10 km de Niamasila, dans l'Est Mono. Ici, 73 ménages bénéficient des transferts monétaires, l'une des composantes du projet FSB, filets sociaux et services de base. Dans ce ménage, par exemple, l'homme et la femme se sont entendus, outre les besoins alimentaires, de santé et de l'éducation des enfants, d'épargner pour entreprendre plus tard une activité génératrice de revenus. Et l'activité choisie, c'est l'élevage des porcs qui aujourd'hui a permis à ce ménage d'avoir 21 têtes de porcs grâce à ce transfert monétaire. Si aujourd'hui j'ai cet élevage, ça colle sur l'argent. Et c'est ce que je dis, je prie beaucoup de Dieu pour que ça augmente encore et je vais encore évoluer. Après les porcs, s'il faut commencer par les moutons ou bien les chèvres. Plusieurs ménages ont donc mis à profit cet argent qui se perçoit trimestriellement. Ici, c'est la fabrication de la boisson locale et à quelques encablures de là, le stock des produits céréaliers. Ces ménages ont opté pour ces activités afin de fructifier les fonds et améliorer leur quotidien. Je fais le stock du maïs, le stock d'haricots et le stock du mil. Quand les prix augmentent, j'essaie aussi de vendre pour réaliser. J'avais pris pour la première fois. J'ai acheté le mil gardé et c'est dedans que je puise, je fais du chouk et je vends un peu. Les revenus là, je dépose. Ce qui reste, on paie la scolarisation des enfants, plus la santé si un de mes enfants est malade. À Kabani, dans la Kébou, et à Atitohwe, dans le Hao, c'est l'élevage des petits ruminants qui constituent les activités génératrices de revenus pour certains ménages. Au premier abord, on a payé 3 chèvres. Et c'est ça que ça donne des enfants. Présentement, on a eu 6 chèvres mères et 5 boucs. Et les petits sont au nombre de 7. Présentement, dans l'enclos, on peut trouver 19. Aujourd'hui, les bénéficiaires ont perçu jusqu'à 7 fois déjà, d'autres 8 ce transfert monétaire dont la durée est de 2 ans. L'ambition pour le gouvernement, c'est de réduire le taux de pauvreté dans les communautés vulnérables, assurant ainsi leur bien-être. La première tranche, on a préparé le rentrée scolaire avec les enfants. Et nous avons eu la 8e tranche avant-hier. Nous sommes vraiment contents. Nous remercions la Banque mondiale, l'État togolais et surtout l'ANADEB pour cet appui qu'ils nous donnent.
Environ 61 000 ménages bénéficient de ce produit financé par la Banque mondiale et le gouvernement togolais. Dans les plateaux, ces ménages bénéficiaires se chiffrent à plus de 14 000. Le but, assurer aux ménages pauvres un meilleur accès à l'alimentation, à la santé et à l'éducation des enfants. Le Togo est partie prenante du partenariat de Ouagadougou. Le principal objectif de ce protocole est d'accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale. Grâce à ce partenariat, le Togo va bénéficier d'appui financier du Canada. Et c'est pour rendre accessibles les services de santé sexuelle et de reproduction aux populations. Les détails avec Dodo Wari. Cela ne fait aucun doute, la santé sexuelle et reproductive est devenue une composante majeure des politiques publiques et sociales du Togo. Après des mesures prises pour garantir des soins de santé gratuits à la femme enceinte tout au long de sa grossesse, le Togo s'apprête à jouir d'un financement canadien pour améliorer et renforcer la santé reproductive. 55 millions de dollars, c'est le montant que vont se partager le Togo et 3 autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, pour renforcer l'accès aux services de santé et les droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes. L'appui devrait également permettre de renforcer les capacités de près de 13 millions de femmes et de filles d'ici 2030 sur le sujet. C'est l'un des objectifs du partenariat de Ouagadougou dont les 4 pays sont signataires. L'autre volet est d'augmenter le taux de prévalence contraceptive en rendant plus disponibles les services de planification familiale, ce qui devrait réduire les forts taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et les indices de fécondité très élevés en Afrique de l'Ouest. Le Togo est justement sur la bonne voie avec des progrès réalisés ces 20 dernières années dans la planification familiale et dans la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale. Le ratio de mortalité maternelle a baissé de 640 à 401 décès pour 100 000 naissances vivantes. La prévalence contraceptive en taux de planification familiale est également passée de 8% à 21,4%. Aujourd'hui, la vision du pays est de parvenir à 0 décès maternel évitable et 0 besoin non satisfait en planification familiale. Plus de 7 milliards de francs CFA vont être débloqués très prochainement pour conduire le pays vers cet objectif. Il est de plus en plus facile d'obtenir un permis de construire au Togo, beaucoup plus vite aujourd'hui qu'hier. Tout est dématérialisé. Nombreux sont ceux qui ignorent les avantages de cet important document. Avant d'élever les murs, il garantit la sécurité et la durabilité de la construction d'Odouari. Précision. Construire sans autorisation préalable, c'est risquer de lourdes sanctions. Fini les procédures administratives trop longues. L'État togolais passe aujourd'hui à la dématérialisation totale de ces procédures pour permettre à chaque citoyen d'obtenir facilement son permis de construire. Les mobile money, T-Money et Flouze seront désormais mis à contribution dans le paiement des frais d'instruction et de délivrance du permis. La décision concerne pour l'instant le Grand Lomé. Facilité dans les formalités foncières, gain de temps et de célérité sont entre autres avantages de cette décision du district autonome du Grand Lomé. Cette réforme s'ajoute à celle opérée par le Togo dans le domaine foncier ces dernières années. Avec une politique axée sur le tout digital, le pays veut rendre le segment des affaires cadastrales et domaniales plus performant. En quelques années, l'État a drastiquement réduit les coûts d'établissement du plan parcellaire. Il y a 1 an, il fallait payer 300 000 francs CFA pour 10 arts contre 96 000 aujourd'hui. Un guichet unique est également créé. Toutes les administrations impliquées sont désormais rattachées à ce guichet foncier, le but étant de simplifier la procédure d'immatriculation foncière, réduire le coût de délivrance du titre foncier et accroître la transparence dans la délivrance de ces titres. Le délai de délivrance des plans parcellaires est donc passé de 90 jours à seulement 10 jours. L'État exige aussi des phases d'inspection spécifiques pour certains bâtiments
et une qualification est requise aux professionnels chargés de vérifier la conformité des plans architecturaux. Autre réforme innovante, la suppression des coûts liés au branchement à l'eau. Là aussi, les procédures sont dématérialisées et se font via le site officiel de la TDE. C'est toute une réforme de digitalisation qui est enclenchée et qui d'ailleurs a valu au Togo des points dans le dernier rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Chamboulement dans les habitudes depuis hier nuit, les fêtes de fin d'année sont placées sous couvre-feu, vous le savez, et c'est du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. L'idée est de contenir davantage la pandémie liée au Covid-19. Comment ces restrictions sont-elles perçues par les citoyens? Marie-Ange Bida a approché certains Togolais. Suivi. Les fêtes de fin d'année 2020 vont être marquées par le couvre-feu au Togo, une décision en vigueur depuis le 20 décembre 2020 et qui s'étend jusqu'au 3 janvier 2021. Le gouvernement l'a voulu ainsi pour limiter les risques de contamination au Covid-19 au sein de la population. C'est une bonne idée. Le gouvernement est en train de faire ça, c'est pour notre sécurité même. Donc à 2 semaines là, la santé avant tout. Donc à moi je trouve ça c'est une bonne idée. Il faut que nous acceptons pour la décision du gouvernement. Un seul jour ou 2 jours ne peut pas nous supprimer notre vie. Puisque nous avons fêté depuis que nous sommes nés. Moi, je n'ai pas trouvé de l'inconvénient pour ça, qu'on a fixé les heures pour le couvre-feu. La pandémie au nouveau coronavirus a bouleversé les habitudes et à nouveau conteste nouvelle donne. Loin d'être une persécution, ces restrictions répondent à une question de santé publique. Ce qui a motivé au couvre-feu, c'est la pandémie. C'est cette pandémie au coronavirus qui a apporté cette situation. L'Église ne s'est jamais rebellée contre le gouvernement. Non. Au contraire, l'Église respecte parce que c'est la Bible qui l'a recommandé. Seulement, nous aimerons que le gouvernement fasse confiance à l'Église. Parce que je crois qu'un bon chrétien, s'il respecte Dieu, c'est Dieu qui l'a recommandé de respecter les autorités. Et ces mesures, l'Église pourrait mieux les respecter. Les chrétiens respectent. Pas que nous sommes contre. Les conseils que moi j'ai pour les chrétiens, c'est vrai, c'est amer, mais si nous revenons à la parole de Dieu, le respect à l'État est très important, parce que la Bible l'a déclaré. Les fêtes de fin d'année sont des moments de joie et de retrouvailles. Il en sera de même pour cette fin d'année 2020. Mais il faudra compter avec le respect strict des mesures barrières et des mesures spécifiques du gouvernement, comme le couvre-feu. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Ce lundi 21 décembre 2020, le nombre de cas confirmés est de 3436, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3054, 37 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 316. Et le nombre de décès est malheureusement de 66. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Les secteurs des BTP, le commerce, la quincaillerie et des industries extractives étaient concernés par un projet dit de gouvernance. Mis en œuvre depuis 2017, il est arrivé à terme. Ce projet, qui a été exécuté dans 5 pays dont le Togo, va bénéficier d'une feuille de route afin d'améliorer les conditions de travail dans ces 3 secteurs d'activité. Clarisse Atiklé. 3 ans d'activité d'inspection dans les secteurs des BTP, le commerce de la quincaillerie et les industries extractives ont permis de produire ce rapport global. Rapport qui fait état des conditions de travail dans ces 3 secteurs de l'économie informelle. Nous avons relevé que les accidents du travail sont très patents dans l'industrie extractive. On a constaté que ce soit les employeurs ou bien les travailleurs de l'industrie extractive ne connaissent pas ce qu'on appelle inspection du travail. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les principes droits fondamentaux au travail. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle sécurité santé au travail. Il y a les unités de quincaillerie où on manipule souvent les objets lourds
tels que le ciment, les barres de fer, où il y a aussi les questions, c'est-à-dire d'accidents de travail, que les uns les autres négligent. Les BTP, vous savez que tout le Togo est en chantier presque. Tous les jours on construit. Mais que faut-il faire? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plein d'enfants sur les chantiers des BTP. Les accidents de travail aussi sont toujours présents. Il s'agit donc d'un rapport bilan de la mise en œuvre du projet gouvernance au Togo du 8 février 2017 au 30 août 2020. À l'instar du Togo, il est également exécuté dans 4 autres pays d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Burkina Faso et le Madagascar. La finalité est d'améliorer les conditions générales de travail, la promotion des principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la sécurité santé au travail. Avec l'intervention du projet gouvernance, beaucoup de choses ont été mises en place. Il a fallu qu'on sensibilise ces acteurs de ce secteur-là pour qu'ils prennent conscience du danger de tous les jours et des maladies qui tournent autour d'eux chaque jour, qui sont sur le lieu de travail. À terme, le projet gouvernance doit pouvoir renforcer les visites d'inspection dans les BTP, le commerce de la quincaillerie et les industries extractives et surtout dans les petites et moyennes entreprises où souvent les conditions de travail ne sont pas des plus décentes. Il y a 2 ans, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest a été lancé. C'est pour réduire les risques et faire face au phénomène de la dégradation du littoral. Parlementaires, préfets et maires sont sensibilisés sur le dit projet pour leur meilleure implication. Christine Petit-Kialoudé. Des habitations et des infrastructures entièrement envahies par l'avancée de la mer. L'érosion côtière, une menace réelle à laquelle des populations font souvent face à la lisière de la mer. Le projet d'investissement pour la résilience WACA-RES-IP constitue une réponse collective pour lutter efficacement contre la dégradation du littoral. La mise en œuvre de ce projet nécessite l'implication ou mieux une synergie d'action entre les acteurs concernés. Parlementaires, préfets et élus locaux s'informent sur le sujet. L'érosion côtière, ce problème est aujourd'hui très crucial et crée beaucoup de désolation au niveau des populations riveraines. Par rapport à l'importance de la question, il est aujourd'hui nécessaire de mobiliser l'ensemble des acteurs qui pourraient permettre une mise en œuvre réussie de ce projet. Le projet va mettre en œuvre un certain nombre d'investissements avec la réalisation des ouvrages qui nécessiteront la participation de la population et qui nécessiteront l'implication de la population. Le projet est lancé il y a 2 ans. Des études de faisabilité sont déjà prêtes pour la protection côtière et d'ici au 2e semestre 2021, les travaux devront démarrer. Le projet s'exécute grâce au soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial et du groupe de la Banque mondiale. Changement climatique et protection des forêts. Pour poursuivre cette édition, le ministre en charge de l'environnement était dans la région centrale, à Sokoré plus précisément. Folibazi Katari a remis un lot de matériel au groupement riverain des aires protégées. Et 600 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel pour améliorer leur résilience face au changement climatique. Désiré Aloy. Travailler à contrer les effets du changement climatique, un défi à relever. Le gouvernement togolais s'est engagé efficacement. Des actions en amont sont pilotées pour répondre aux préoccupations. Quelle alternative pour contribuer à protéger notre environnement? RED+, une approche de solution. Le projet de renforcement de la résilience des aires protégées du Togo face au changement climatique, mis en œuvre par le consortium ODIAE, JVPMR et Songouman, le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières à Sokodé pour remettre officiellement les kits d'équipement aux producteurs agricoles pour leur résilience. Il est prévu l'appui au petit élevage, l'appui à la transformation des produits forestiers non ligneux, l'appui à la transformation des produits agricoles et l'accompagnement à développer un certain nombre d'activités maraîchères. Ces activités permettront aux bénéficiaires de renforcer leur résilience, également de réduire leur pression sur les ressources naturelles des différentes aires protégées ciblées. Le projet prévoit le renforcement des activités économiques alternatives au bénéfice des populations riveraines du parc national Fazom Alpha Kassa. Ces riches nous permettent
de bien élever les abeilles, avoir beaucoup de miel, que nous allons vendre non seulement au Togo, mais en Europe aussi, ce qui nous permettra d'être riches et cesser d'abattre les arbres, de cesser de faire les chasses nocturnes et journaliers, et que nous ayons beaucoup d'animaux dans les forêts. La mise en œuvre du projet vient répondre à l'un des 5 objectifs généraux de la vision de développement du gouvernement, celui d'assurer à l'horizon 2030 une gestion durable de l'environnement. Il est nécessaire que l'État mène une politique qui consiste à accompagner toutes ces femmes et ces hommes qui s'engagent à accompagner le gouvernement dans la réalisation de cet objectif phare. C'est en ce sens que grâce à la coopération développée par le chef de l'État, les partenaires en développement, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, ont financé la réalisation de tous ces produits que nous venons remettre aux concernés et au nom du gouvernement. C'est l'occasion pour nous d'appeler les populations à réduire au maximum l'abattage des arbres. Sur place, le ministre Foli Bazi a lancé officiellement le projet de sensibilisation des femmes sur le changement climatique et le renforcement de leurs capacités dans la résilience face à la pandémie Covid-19. La veille, il a échangé avec le personnel des divisions déconcentrées du ministère dans la région centrale sur la feuille de route, diverses actions à mettre en œuvre au niveau du ministère pour contribuer à étoffer le développement du Togo. La police nationale vient de mettre la main sur 7 présumés délinquants, dont 5 cybercriminels et 2 présumés voleurs. De nationalité nigériane et togolaise, les présumés délinquants sont spécialisés dans le vol de motos et d'escroquerie via des sites de rencontres. Pris en pleine opération, ils ont été présentés à la presse. Abilignan Singbi. Ce sont des dons juans nigérianes dont la nationalité sur les sites de rencontres font rêver plusieurs femmes. Européens ou encore asiatiques, au profil invisible, ces 5 délinquants vendent du rêve aux femmes en quête d'amour et de mariage. Leur principale cible, les femmes divorcées, veuves ou encore nantis. Piégées par l'illusion et les subterfuges imaginés par ces escrocs sans scrupules, elles se dépouillent sans cesse en leur consentant des dons de sommes d'argent. Après avoir reçu plusieurs transferts d'argent, ces individus ferment brusquement leur compte et se fondent dans la nature, le plus souvent avec des chantages et des menaces à la clé. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles respectifs ont permis de saisir 2 ordinateurs portatifs, 6 téléphones Android et 4 téléphones analogiques. Kodjo et Kofi, eux, sont tous 2 de nationalité togolaise. Ils opèrent autrement. En ce qui concerne les voleurs de moto, il s'agit d'un nommé Agbenigan Kodjo Prosper, 25 ans, sans profession ni domicile fixe, et Akwete Kofi Basile, alias Balo, 25 ans, sans profession également ni domicile fixe. Ils se sont introduits par effraction dans la nuit du 16 décembre, aux environs de 2 h du matin, dans une maison sise à Nukafu, non loin de la pharmacie Isis, où ils ont réussi à emporter une moto à Oju Dam appartenant à une jeune étudiante. Après leur forfait et n'ayant pas pu démarrer la moto, ils se sont mis à la traîner dans les rues du quartier Saint-Joseph. Surpris par une patrouille de la police, ils ont abandonné leur butin et ont pris la fuite. Ils ont été rattrapés par la police, aidés par les jeunes de ce quartier qui ont failli les lyncher. Interrogés, ils ont reconnu les faits. Fouillés à corps, ils ont été trouvés détenteurs d'un couteau poignard. Tous ces présumés délinquants seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Sage-femme, épouse et mère, Edith se vouait à une vie familiale et professionnelle bien remplie avec ses heures et malheurs quand brusquement tombe la nouvelle. Son époux est nommé ambassadeur aux USA. C'est cette histoire que relate Edith Max Yagibou dans l'ouvrage Une nuit d'avril. Sonia Menipo a suivi pour nous la dédicace. Un coussin garni de motifs d'hirondelles en forme d'une chaîne autour de 2 autres, le tout posé sur un carré blanc trempé de rouge. C'est une nuit d'avril de l'écrivaine togolaise Edith Max Yagibou.
La première de couverture en dit long sur le contenu de cet ouvrage de plus de 200 pages. Le coussin représente un peu le nid d'amour de deux oiseaux qui se sont rencontrés et qui ont également créé d'autres oiseaux autour d'eux qui sont indépendants et qui volent dans le même sens. Et le blanc, c'est la couleur de la pureté. Une œuvre autobiographique qui parle de l'auteur en tant que femme, mère, épouse aux côtés de son mari, nommé ambassadeur du Burkina Faso aux USA. Avril à Ouaga, en tout cas dans les pays désertiques en général, c'est toujours très pénible parce qu'il fait trop chaud. Tout devient vraiment difficile et impossible en avril. C'est le pire des mois. Ce que je voulais donner comme message surtout, c'est que ce n'est pas une tâche facile. Il y a beaucoup de vous que vous êtes obligés de donner parce que vous arrivez dans un milieu où les habitudes, les croyances et tout ça là, c'est pas la même chose que chez nous en Afrique. Une nuit d'avril est un roman écrit dans un style simple et accessible à tous. L'histoire racontée est pathétique et c'est fait de haut et de bas. C'est les choses de la vie, puisque ça parle des relations interpersonnelles, la grandeur, mais également les revers d'un parcours politique. Le texte était d'une beauté, d'une sensibilité et d'une fluidité qu'on pouvait lire littéralement à travers chaque mot, l'âme de l'auteur. Et puis on s'est dit que c'était aussi une façon de mettre en lumière la femme africaine, battante. Edith Max, épouse Yagibou, est née en 1934 au Niger d'un père togolais et d'une mère sénégalaise. Après ses études au Bénin et au Togo, elle a enseigné 4 années avant d'entreprendre des études de sage-femme et de puéricultrice en France et au Burkina Faso. Elle est également auteure de Voyage en enfer, son premier roman. Une nuit d'avril est copubliée par les éditions Sankofa et Gurli et Graines de pensée. Et c'est sur une nuit d'avril que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.